Au début des années 1980, l'URSS affronte une grave crise économique et sociale. Lorsque Mikhail Gorbatchev est élu secrétaire général du PCUS en mars 1985, l'URSS est, en apparence, toujours une superpuissance. Pourtant, Gorbatchev sait que le pays va mal et a besoin de réformes urgentes pour survivre. Son intention est de redresser l'URSS. En 1985, Mikhail Gorbatchev lance une tentative de réforme de l'URSS, la perestroïka. En quelques années, ce qui ne devait être au départ qu'une simple réforme destinée à rendre plus efficace et plus humain le système communiste se transforme en une révolution pour l'URSS et l'ensemble du bloc de l'Est. Le bilan de 20 ans est catastrophique. Il s'est traduit sur le plan intérieur par une inactivité économique. La lutte contre les opposants est continue. La persécution religieuse frappe tous les cultes. La société privée d'avenir et de liberté est très démotivée et sombre dans la passivité. Son niveau de vie reste bas. On fait la queue en ville devant les magasins vides. Les logements manquent et sont trop petits. L'alcoolisme fait des ravages. Et en même temps, au sommet de l'État, la corruption s'est généralisée. L'économie est également en crise et connaît des dysfonctionnements majeurs. La routine, la mauvaise gestion, la mauvaise qualité des produits, la sous-productivité liée au manque d'ardeur au travail. Dans l'industrie, la croissance annuelle ne cesse de diminuer. L'agriculture est particulièrement décevante et l'URSS doit importer du blé, notamment aux USA. C'est tout le système qui est en crise et se révèle être un terrible échec. Dès 1986, Gorbatchev engage des réformes radicales pour sauver le pays et le communisme. Il annonce la perestroïka, la restructuration de l'économie, et le glasnost, la transparence dans la société. Son idée n'est pas d'établir en URSS une démocratie occidentale. D'où les réformes suivantes. Forte réduction des dépenses militaires qui engloutissent alors plus de 20% du PNB. La course aux armements et les dépenses militaires sont en train de tuer l'URSS qui est 3 fois moins riche que les USA. Gorbatchev met aussi en place des réformes économiques pour dynamiser la production. Et les réformes politiques sont tout aussi considérables. Il supprime la censure, rétablit la liberté de parole et encourage le rétablissement de la vérité historique. En voulant transformer les structures en place depuis Staline, grâce à l'appui d'une société que ses prédécesseurs ont voulu passive, Gorbatchev a pris un risque considérable. L'année 1990 voit se multiplier des difficultés que Gorbatchev n'avait pas prévues. Il va se retrouver bien vite débordé. Gorbatchev perd peu à peu toute la popularité en URSS. Très vite, les difficultés économiques submergent les réformateurs. L'économie soviétique continue de se détériorer. Le ravitaillement n'arrive plus dans les villes, le marché noir est florissant, les prix flambent, le salaire moyen est en chute libre, les réformes n'ont abouti qu'à renforcer la pénurie, en désorganisant les vieilles structures sans les remplacer par de nouvelles. Tout comme la désinstallation en 1956, la perestroïka a des répercussions immédiates dans les pays de l'Europe de l'Est. Les régimes y sont de plus en plus désapprouvés par une population qui regarde à l'Ouest et s'est lassée de voir son niveau de vie pourrir. L'année 1989 sera riche en promesses, en espoir et en changement pour les pays de l'Europe de l'Est. Malgré l'ampleur de la contestation des manifestations et des grèves, Gorbatchev refuse le recours à la répression et l'emploi des tanks. Des accords de démilitarisation de l'Europe de l'Est sont signés, les troupes soviétiques se retirent. Le 7 octobre 1989, les manifestations populaires commencent en RDA alors que le régime fête son 40e anniversaire. Le gouvernement est dépassé. Le 9 novembre 1989, au soir, l'ouverture des frontières de la RDA est annoncée. Plusieurs milliers de personnes se dirigent vers le mur de Berlin. Les policiers est-allemands chargés de garder la frontière n'ont pas été avertis. La foule en liesse monte sur le mur et commence à le détruire. Le symbole de la séparation de l'Europe et de la guerre froide est détruit. La chute du mur est un symbole d'autant plus fort qu'il permet la réunification d'un peuple séparé. Les pays baltes et surtout la Lituanie, récemment annexée en 1940, sont les premiers à réagir. En 1990, ils annoncent qu'ils quittent l'Union soviétique et proclament leur indépendance. Gorbatchev, qui veut sauver l'URSS, réagit par la fermeté et envoie l'armée à Vilnius et à Riga en janvier 1991. Mais cette fois, la télévision est pressante et on sait que l'armée rouge ne vient pas mater des fascistes. Il est trop tard, Gorbatchev doit reculer. Le mouvement indépendantiste va s'étendre partout, de la Biélorussie au Kazakhstan,
toutes les républiques proclament une à une leur indépendance. Gorbatchev est de plus en plus impopulaire. Les réformateurs libéraux lui reprochent de ne pas faire assez de réformes et les conservateurs communistes, nostalgiques de la grande URSS de Staline, lui reprochent de brader l'empire et d'entraîner les pays dans le déclin. Aussi, afin de sauver ce qui pourrait encore l'être, les communistes conservateurs tentent un coup d'État en août 1991. Gorbatchev est arrêté. Boris Eltsine, élu président de la République de Russie, interdit le Parti communiste et reconnaît l'indépendance des républiques. L'URSS est alors à l'agonie. Il reste à lui donner le coup de grâce. Par sa déclaration de Minsk en décembre 1991, Eltsine décrète la mort de l'URSS et remplace l'URSS par le CEI, Communauté des États indépendants, en 1991.